car c'est une réalité qui s'étend. La réalité s'adapte à son échelle, et il y a une éternité entre chaque frappe pour un ordinateur. Ouais. J'ai souvent automatisé, accéléré, simplifié, puis supprimé des choses. Et j'en ai eu marre de faire ça. D'où ce mantra, un processus efficace en 5 étapes. J'ai discuté avec Trump d'une commission d'efficacité gouvernementale. Je serais prêt à en faire partie. La réaction des anticorps serait très forte. Vous attaquez la matrice à ce stade. La matrice va riposter. Tout ce que vous avez vécu, odeurs, émotions, sont des signaux électriques. Votre vie se résume à des signaux électriques neuronaux. C'est un fait. Stimuler le bon neurone peut déclencher une odeur spécifique. On pourrait faire briller les choses. Bref, faire presque n'importe quoi. En fait, on peut vraiment voir le cerveau comme un ordinateur biologique. Donc s'il y a certaines, disons, puces ou éléments de cet ordinateur biologique qui sont endommagés, disons votre capacité à, si vous avez eu un AVC, ça veut dire qu'une partie de votre cerveau est abîmée. Mettons que c'est la parole ou la capacité de bouger la main gauche. C'est le genre de problème qu'un Neuralink pourrait résoudre. Le plus gros souci d'un téléphone, c'est de deviner ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a la saisie prédictive. L'écran affiche des pixels, mais pour l'humain, la sortie est super lente. L'ordi ou le téléphone essaie désespérément de comprendre ce qu'on veut. Pour un ordi, il y a une éternité entre chaque frappe de touche. Ouais, l'ordi parle à un arbre lent qui essaie de glisser. Les ordis font des milliards d'opérations par seconde, et une seconde passe. Je veux dire, c'est 1 billion de choses qu'il aurait pu faire. Ouais. C'est excitant et effrayant car un débit très élevé changerait l'expérience humaine de façon inimaginable. Ouais. On serait quelque chose de différent. Une sorte de cyborg futuriste, quoi. Bien sûr, on ne parle pas de demain la veille, hein. L'avenir lointain, c'est pas si loin, peut-être 10, 15 ans, un truc comme ça. Quand est-ce que je peux en avoir un? Probablement moins de 10 ans. On est confiant que d'ici 1 an ou 2, quelqu'un avec Neuralink battra un pro-gamer. Sympa. Car le temps de réaction serait plus rapide. J'ai pu visiter Memphis. Ouais, vous misez gros sur le calcul. Ouais, vous avez dit aussi, jouer pour gagner ou pas jouer du tout. Alors, que faut-il pour gagner? Pour l'IA, ça veut dire avoir la puissance de calcul la plus élevée. Le taux d'amélioration du calcul d'entraînement doit être plus rapide que les autres. Sinon, vous perdrez, votre IA sera moins performante. Alors, comment Grok 3, qui pourrait être disponible l'année prochaine? Eh bien, espérons d'ici la fin de cette année. Grok 3, si on a de la chance. Comment peut-il devenir le meilleur LLM, le meilleur système d'IA au monde? Quelle part vient du calcul? Quelle part vient des données? Quelle part vient de l'après-entraînement? Quelle part vient du produit final? Tout ce genre de choses. Je veux dire, ça n'aura pas d'importance. C'est comme demander, en F1, ce qui compte le plus, la voiture ou le pilote. Les deux comptent, en fait. Si la voiture est 2 fois moins puissante, même le meilleur pilote perdra. Si elle est 2 fois plus puissante, même un pilote moyen gagnera. Le calcul d'entraînement, c'est comme le moteur, c'est la puissance du moteur, en quelque sorte. Donc, vous voulez vraiment essayer de faire de votre mieux là-dessus. Ensuite, c'est l'efficacité du calcul d'entraînement et de l'inférence, l'utilisation de l'IA. Évidemment, cela dépend du talent humain. Et puis, quel accès unique aux données avez-vous? Vous pensez que les données Twitter seront utiles? Oui, je pense que la plupart des grandes entreprises d'IA ont déjà récupéré toutes les données Twitter. Ce qui est utile, c'est que c'est à la seconde près. Car il est difficile pour eux de récupérer en temps réel. Donc Grok a déjà un avantage d'immédiateté, avec Tesla et la vidéo en temps réel provenant de plusieurs millions de voitures, à terme des dizaines de millions de voitures. Avec Optimus, il pourrait y avoir des centaines de millions de robots Optimus, peut-être des milliards, apprenant énormément du monde réel. C'est la plus grande source de données. Je pense qu'au final, c'est probablement Optimus. Optimus sera la plus grande source de données, parce que la réalité s'étend. La réalité s'adapte à l'échelle de la réalité. C'est humiliant de voir le peu de données que les humains ont pu accumuler. Mais si on compte les milliards de tokens utiles générés, sans doublons ni spam, ce n'est pas énorme. Nombre, on en manque vite.
Optimus peut bouger, mais les Tesla doivent rester sur la route. Le robot Optimus peut aller partout. Il y a plus de réalité hors route. Sortir des sentiers battus. Optimus peut prendre une tasse et vérifier s'il l'a bien saisie. Si on verse de l'eau, il peut voir si ça va dans la tasse ou non. A-t-il renversé de l'eau ou pas? Ouais, des trucs simples comme ça. Mais il peut le faire à grande échelle, générant des données utiles. Donc ça cause et affecte des choses. Que faut-il pour produire en masse ces robots humanoïdes? C'est comme pour les voitures. La capacité mondiale est d'environ 100 millions par an. Ça pourrait être plus. C'est juste que la demande est d'environ 100 millions par an. Et il y a environ 2 milliards de véhicules en utilisation. Ce qui est logique. La durée de vie d'un véhicule est d'environ 20 ans. À l'état stable, on peut avoir 100 millions de véhicules produits par an avec un parc d'environ 2 milliards. Pour les robots humanoïdes, l'utilité est bien plus grande. Je pense donc que les robots humanoïdes seront produits à plus d'1 milliard par an. Avant Optimus, on pensait que c'était un problème extrêmement difficile. Je veux dire, c'est toujours un problème extrêmement difficile. Alors, une promenade dans le parc? Actuellement, Optimus aurait du mal à se promener dans un parc. Il peut marcher dans un parc, mais ce n'est pas trop difficile. Mais il pourra marcher sur une grande variété de terrains et ramasser des objets. Oui, oui, il peut déjà le faire. Toutes sortes d'objets, tout type d'objets. Verser de l'eau dans un verre n'est pas si simple, car si on ne connaît pas le contenant, ça peut être n'importe quoi. Ouais, il y aura énormément d'ingénierie juste pour la main. La main pourrait représenter près de la moitié de l'ingénierie d'Optimus. D'un point de vue mécanique, la main est environ la moitié du travail. Mais c'est surtout l'intelligence. L'intelligence humaine se manifeste dans l'usage de nos mains. Ouais. C'est la manipulation du monde, la manipulation des objets dans le monde. Une manipulation intelligente et sûre des objets. Ouais, ouais. Quand on réfléchit au fonctionnement de sa main, je le fais tout le temps. Le contrôle sensoriel est crucial pour les grandes mains. Les muscles qui contrôlent la main sont surtout dans l'avant-bras. L'avant-bras contient les muscles qui dirigent la main. Il y a quelques petits muscles dans la main même. La main est comme une marionnette de chair et d'os, avec des câbles. Les muscles qui bougent vos doigts sont dans l'avant-bras et ils passent par le canal carpien, un petit tunnel d'os où ces câbles, les tendons, traversent. Ces tendons sont principalement ce qui fait bouger vos mains. Les optimistes actuels essaient de mettre les actionneurs dans la main même. Ensuite, on finit par avoir ces sortes de mains géantes. Oui, des mains géantes qui ont l'air bizarres. Et elles n'ont pas assez de degré de liberté ou de force. On réalise alors qu'il faut mettre les actionneurs dans l'avant-bras. Comme un humain, il faut passer des câbles dans un tunnel étroit pour les doigts. Il y a aussi une raison pour que les doigts n'aient pas tous la même longueur. Ce ne serait pas coûteux énergétiquement d'avoir tous les doigts de même longueur. Alors pourquoi pas la même longueur? Oui, pourquoi pas? Parce que c'est mieux d'avoir des longueurs différentes. La dextérité est meilleure avec des doigts de longueurs différentes. On peut faire plus de choses. Ça va être assez compliqué en fait. Le autant que possible pose la barre très haut. Un robot humanoïde capable de faire comme un humain, c'est un défi énorme. Notre nouveau bras a 22 degrés de liberté au lieu de 11. Et les actionneurs sont dans l'avant-bras. Tous les actionneurs sont conçus à partir de zéro, des premiers principes de la physique. Que les capteurs sont bien conçus dès le départ. On va continuer à investir énormément dans l'amélioration de la main. Par main, je parle de tout l'avant-bras, du coude jusqu'au bout des doigts. C'est un défi d'ingénierie incroyablement complexe, en fait. Même la version la plus simple d'un robot humanoïde capable de faire presque tout ce qu'un humain peut faire reste très compliquée.
Ce n'est pas simple du tout. C'est extrêmement difficile. Que faut-il pour avoir une excellente équipe d'ingénieurs? À Memphis, j'ai vu cette volonté intense de simplifier, comprendre et améliorer constamment le processus. C'est facile de dire simplifier, mais très difficile à réaliser. J'ai un algorithme de base que j'applique comme un mantra. D'abord, remettre en question les exigences, les rendre moins bêtes. Les exigences sont toujours un peu bêtes, d'une certaine façon. Donc, si vous voulez réduire les exigences, peu importe l'intelligence de la personne qui les a données, elles restent imparfaites. Commencez par là, sinon vous risquez d'avoir la bonne réponse à la mauvaise question. Essayez de rendre la question la moins fausse possible. C'est ce que signifie remettre en question les exigences. Ensuite, essayez de supprimer l'étape, la pièce ou le processus en question. Ça paraît évident, mais on oublie souvent d'essayer de le supprimer entièrement. Si vous n'êtes pas obligé de remettre au moins 10% de ce que vous supprimez, vous n'en supprimez pas assez. Paradoxalement, on pense souvent avoir réussi si on n'a pas eu à remettre des choses en place. Mais en fait, non, on a été trop prudent et gardé des éléments qui ne devraient pas y être. Ce n'est qu'en dernier lieu qu'on essaie d'optimiser ou de simplifier. Encore une fois, tout cela semble évident quand je le dis, mais j'ai fait ces erreurs plus souvent que je ne veux l'admettre. C'est pourquoi j'ai ce mantra. En fait, l'erreur la plus courante des ingénieurs brillants est d'optimiser quelque chose qui ne devrait pas exister. Oui. Essayez d'abord de le supprimer. Oui, ce n'est pas facile à faire. Non. Et ce qui gêne les gens, c'est qu'il faut supprimer des choses qu'on finira par remettre. Oui. Mais notre système limbique nous trompe. On se souvient douloureusement d'avoir supprimé quelque chose dont on a eu besoin après. Et donc il surcorrige. Donc il faut dire, non, on va délibérément en supprimer davantage. Il y a aussi une quatrième étape. Toute chose peut être accélérée. Peu importe la vitesse actuelle, ça peut toujours être fait plus rapidement. Mais n'accélérez rien avant d'essayer de supprimer et d'optimiser. Sinon, accélérer l'inutile est absurde. Et la cinquième étape, c'est l'automatisation. J'ai souvent automatisé, accéléré, simplifié, puis supprimé des choses. Et j'en ai eu assez de faire ça. C'est pourquoi j'ai ce mantra, un processus efficace en 5 étapes. Ça marche super bien. Quand c'est déjà automatisé, supprimer doit faire mal. Ouais, c'est génial. C'est du genre, waouh, j'ai vraiment gaspillé beaucoup d'efforts là. Ouais, ce que vous avez fait avec le cluster à Memphis est incroyable, en seulement quelques semaines. Ouais, ça ne fonctionne pas encore. Donc, je ne veux pas crier victoire trop tôt. J'ai un appel bientôt avec l'équipe de Memphis pour des soucis électriques. Donc, quand on fait de l'entraînement synchronisé avec tous ces ordinateurs qui s'entraînent, où tout est synchronisé à la milliseconde près, c'est comme diriger un orchestre. L'orchestre peut passer du fort au silence en une fraction de seconde. Et là, le système électrique panique complètement. Si on voit d'un coup des variations énormes de 10, 20 mégawatts plusieurs fois par seconde, les réseaux électriques ne s'attendent pas à ça. Le défi actuel, c'est de gérer ces variations extrêmes de puissance. L'entraînement a finalement démarré vers 4h20 du matin lundi dernier, comme par hasard. Une pure coïncidence. Ouais, enfin, peut-être 4h22 ou un truc comme ça. Ouais, c'est encore l'univers qui nous fait des blagues. Peu importe ce que font les gens sur le terrain, j'essaie de le faire moi-même quelquefois. Donc, brancher des câbles fibres optiques, diagnostiquer une connexion défectueuse, c'est souvent ça qui limite les variations de puissance. Le câblage des grands clusters d'entraînement. Pour un système cohérent avec RDMA, c'est comme un cerveau géant. On a des connexions de tous à tous. Chaque GPU peut parler à n'importe lequel des 100 000 autres. C'est un câblage complètement dingue. Ça a l'air plutôt cool, ouais. C'est comme un cerveau humain, mais à échelle visible. C'est un cerveau humain,
Le cerveau humain a aussi une énorme quantité de câbles. Ouais. La matière grise pour le calcul, la blanche pour les câbles. Une grande partie du cerveau, c'est juste des câbles. C'est l'impression que j'ai eue dans le centre de calcul, comme si on se baladait dans un cerveau. Ouais. Ça construira un jour un système super, super intelligent. Vous croyez? Ouais. Xai pourrait être celui qui crée l'AGI, vous pensez? C'est possible. Si Xai est premier, les autres suivront de près. Il pourrait avoir 6 mois ou 1 an de retard, peut-être. Même pas ça. Les bases de la nature humaine sont plus ou moins les mêmes. On s'attire des ennuis de la même façon, je pense, même avec la technologie avancée. Ouais. Je veux dire, on voit souvent les mêmes schémas, des schémas similaires pour les civilisations qui passent par un cycle de vie, comme un organisme, comme un humain, zygote, fœtus, bébé, bambin, ado, puis vieillissement et mort. Les civilisations traversent un cycle de vie. Aucune civilisation ne durera éternellement. Que faut-il pour que l'Empire américain ne s'effondre pas? Le facteur le plus important, souvent omis dans les livres d'histoire, mais mentionné par Durant, c'est la natalité. Paradoxalement, quand les civilisations réussissent trop longtemps, la natalité baisse. Elle peut souvent chuter assez rapidement. On le voit partout dans le monde aujourd'hui. Rome est tombée car les Romains ont cessé de faire des Romains. C'est en fait le problème fondamental. Et il y avait d'autres facteurs. Ils ont connu de graves épidémies, de paludisme et d'autres fléaux. Mais ces problèmes existaient déjà avant. C'est que la natalité était bien plus basse que la mortalité. Si une civilisation ne maintient pas sa population, elle disparaîtra. Le calcul biologique alloué au sexe est peut-être justifié. En fait, on devrait probablement l'augmenter. Il y a le sexe hédoniste, qui n'est ni bon ni mauvais en soi. Ouais. Ce n'est pas productif. Ça ne produit pas d'enfants. Durant l'explique bien, après avoir étudié plusieurs civilisations. Sous pression, le taux de natalité était élevé. Mais dès qu'il n'y avait plus d'ennemis externes ou une longue période de prospérité, le taux de natalité chutait inévitablement. Je ne crois pas qu'il y ait une seule exception. C'est donc la base de tout ça. Il faut des gens. Ouais. C'est au niveau le plus fondamental. Sans humains, pas d'humanité. Il faut un nettoyage des lois et règlements. On ne peut pas accumuler des lois au point de ne plus rien pouvoir faire. C'est pourquoi on ne peut pas construire de TGV aux États-Unis. C'est illégal, c'est le problème. J'ai discuté avec Trump d'une commission d'efficacité gouvernementale. Bien. Ouais. Et je serais prêt à en faire partie. Je me demande si c'est difficile. La réaction anticorps serait très forte. Ouais. Là, on s'attaque vraiment à la matrice. La matrice va riposter. Et la mort, n'est-ce pas la perte de la mémoire? Perte d'information. Tu sais, si tu pouvais dire, genre, si tu pouvais, tu fais une expérience de pensée, et si vous étiez désintégré sans douleur, puis réintégré un instant plus tard, comme par téléportation, disons, sans perte d'information, bien sûr. Le fait que votre corps soit désintégré n'importe pas. Les souvenirs en sont une part cruciale. La mort, c'est la perte d'infos, de mémoire. Si on les stocke précisément, on atteint l'immortalité. Ouais. Félicitations, vous avez écouté la vidéo au complet. Aujourd'hui, je suis avec Roger. Toi, mon Roger, as-tu quelque chose à ajouter à cette entrevue-là? Si vous aimez les vidéos du monsieur que tu regardes là, oui, c'est moi ça. Abonne-toi, un pouce en l'air, mets sa petite cloche que je comprends pas ce qu'elle fait. Moi non plus. Pour des exclusivités exclusives, eh bien, membre Patreon puis membre YouTube. Wow, t'as fait ça comme un pro. Oui, monsieur, je suis un professionnel, moi. Oui, exactement, mon grand. Fait que voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Merci également à mes Patreons et mes membres YouTube. Sans vous, je ne serais pas capable de continuer de faire ce genre de vidéos-là. Donc voilà, c'est complet. Pas que je m'ennuie, là, mais moi, il faut que j'aille lire mon livre de fake news.
marcher sur la Lune. Bye tout le monde.